père, le grand rabbin Ernest Guggenheim, est né le 22 janvier 1916 dans un petit village alsacien qui s'appelle Westhofen. Je voudrais commencer par dire que nous sommes issus d'une longue lignée de rabbinim alsaciens. Mon père était rabbin, mon grand-père était rabbin, mon arrière-grand-père, le grand rabbin Isaac Guggenheim, était rabbin en Alsace. De Jean de Grand-Beaupère, on remonte jusqu'au début du XVIIIe siècle au Rav Samuel Zinville-Weil, qui était, comme on disait à l'époque, rabbin de la Haute et Basse Alsace, c'est-à-dire rabbin du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en même temps. Pour vous dire, donc, nous avons une fierté, nous avons des origines. Et donc mon père était le 4e enfant qui venait au foyer, donc dans ce village d'Alsace. Ensuite, mon grand-père, qui était à Westhofen, a été nommé à Bouxwiller, qui est aussi un village alsacien dans lequel, dans le temps, il y avait même une yeshiva. Donc c'est le grand rabbin Weil, qui était le rabbin de Bouxwiller, était parti pour aller à Colmar. Et c'est mon grand-père qui l'a remplacé. Et c'est donc mon père qui a vécu sa jeunesse et ses 17 années de jeunesse pratiquement à Bouxwiller. Son prénom français de Ernest, ça vient de l'allemand ou de l'alsacien qui veut dire sérieux. Ernst, Ernst, ça veut dire sérieux. Quand il est né, on a dit à mon grand-père, vous avez eu un fils, il a dit quoi, vous êtes sérieux? Et il l'a appelé Ernst. Mais en hébreu, il s'appelle Simcha. Parce qu'il faut savoir que chez les Ashkenazim, Simcha c'est un nom de garçon. Et c'était un nom du côté de sa mère, dans la famille, il y avait quelqu'un qui portait ce nom. Donc il s'appelait Simcha en hébreu, ou Ernest en français. Ça résume toute sa vie, dans le sens que c'est une vie qui a été très lourde, très difficile, avec beaucoup d'épreuves, mais qu'il a toujours vécu avec une joie inaltérable et un optimisme indéfectible. Il a perdu sa mère, il n'avait même pas 4 ans. Elle est morte d'une appendicite, une péritonite, et donc il a à peine connu. Mon grand-père, qui a été très affecté par cette disparition, s'est remarié, et c'est donc finalement la deuxième épouse de mon grand-père qui a élevé mon père. Mon père a grandi, et il a fait ses études de Chol au lycée de Bouxwiller, et sur le plan hébraïque, il a été formé par mon grand-père à la maison. Et c'était d'ailleurs mon grand-père qui formait tous les juifs de l'époque. On n'y avait pas de yeshiva, donc tous les jeunes allaient étudier chez le rabbin. Et mon grand-père était d'ailleurs rabbin non seulement de la ville de Bouxwiller, mais de toute la circonscription. Et c'est comme ça que mon père a grandi dans la Torah. Et c'est sans doute quelque chose qui l'a beaucoup frappé, puisqu'après, quand il est devenu lui-même père de famille, il a toujours tenu à étudier avec ses enfants. Moi-même, quand je sortais de l'école, à 11h30, je rentrais de l'école, quand j'étais encore à l'école primaire, et on a fait la Torah, les Nevi'im, on a fait Yoshua, Shoftim, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet, on étudiait ensemble. Ensuite, à 15 ans, on raconte que mon père est allé avec sa sœur, qui s'appelait Blanche. Il est allé en vacances dans le Haut-Wald. Il y avait à l'époque une petite pension de famille qui était tenue par une Madame Klein, qui a été la mère du rabbin Sami Klein par la suite, Zichrono Livracha. Et il a rencontré le grand rabbin de France de l'époque, qui s'appelait Israël Lévy, qui lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ?» Et à la surprise générale, il a dit « Je voudrais devenir rabbin ». Et c'est comme ça qu'on a su qu'il est devenu rabbin. Donc lorsqu'il a eu son bac, il a voulu aller à l'école rabbinique de la rue Vauquelin. À l'époque, il y avait un examen très serré, très compliqué. Et mon père était angoissé à l'idée de réussir son examen, et il l'a eu de justesse. Et donc il a intégré le séminaire des Israélites de France, qui était dirigé à l'époque par le grand rabbin Libert, et il a fait des études brillantes. Il a bien avancé, et en 4 ans, finalement, il a reçu son diplôme de rabbin. Et nous avons une lettre du grand rabbin Libert qu'il a écrit à son père en disant il a terminé premier sur 7, et il a eu la meilleure note, et c'était des études extrêmement brillantes qu'il a menées. Et le grand rabbin Libert avait vu en lui un enseignant de Gemara. Il voyait en lui qu'il avait l'étoffe pour devenir un rabbin, et il a voulu l'envoyer d'abord en Israël, à l'université, et puis finalement ça n'a pas marché, et il s'est retrouvé dans la grande yeshiva de Mir en Lituanie. Mon père est un des rares Français qui a étudié dans cette yeshiva de Mir, qu'il a transfiguré. Mon père a écrit des lettres
à sa famille et ses parents avaient recueilli toutes ces lettres et les ont gardées malgré toute la période de la guerre et tout le reste. Et donc, d'une manière relativement récente, ma mère a publié, Zichronah Livracha, a publié toutes les lettres que mon père avait écrites et qu'on a retrouvées sur Mir, qui s'appelle Les Lettres de Mir. C'est d'ailleurs un livre que je vous conseille de lire. Il n'existe pour l'instant qu'en français et en anglais. Il faudrait absolument le traduire en hébreu aussi parce que ça intéresserait tout le monde. C'est un témoignage sur la vie en Lituanie à l'époque et sur la yeshiva de Mir. On sait que les yeshivas lituaniennes aujourd'hui sont un peu sur ce modèle, mais là on a vraiment le modèle de base. Et il faut voir, il faut lire ce livre, il faut lire les lettres de mon père qui font part d'une émotion et d'un enthousiasme indescriptible. Ça a marqué mon père pour toujours, au point que mon père écrit dans un de ses livres que celui qui n'a pas eu l'expérience de la yeshiva n'est pas qualifié pour parler du judaïsme. J'ai jamais entendu quelqu'un qui disait une chose pareille. C'est vous dire, il a retiré de l'expérience de la yeshiva deux choses. L'émotion religieuse, l'émotion dans la prière notamment, et à part ça, un amour du Talmud, de l'étude du Talmud exceptionnel. Il voulait continuer et puis il a dû arrêter parce que le grand rabbin Liber lui a dit qu'il devait rentrer à Paris. Donc il a fait son service militaire. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait l'Anschluss qui est arrivé. Donc la Pologne a été envahie par les Allemands. Juste avant l'invasion de la Pologne, il est donc rentré en France, qu'il a sauvé. Et ensuite, il a fait son service militaire et puis après, il y a eu la guerre. Il a eu la guerre, il était aumônier et il s'avère qu'il a été fait prisonnier. Pendant 5 ans, il a été prisonnier de guerre, Kriegsgefangener, en Allemagne. Ça lui a sauvé la vie en réalité. C'était très très dur, vous imaginez 5 ans de votre vie, mais ça lui a sauvé la vie. Et il a joué le rabbin par rapport à tous ses camarades de captivité, car on avait mis tous les juifs ensemble. Donc c'était très très dur, ils avaient un régime très très dur, les gens n'en pouvaient plus, il leur remontait le moral en permanence, il leur faisait des discours, il faisait en sorte qu'ils arrêtent de travailler le Shabbat, et au moins ne fumaient pas, ce genre de choses, c'est-à-dire il y avait des choses qu'on leur obligeait de faire, mais qu'au moins à titre personnel, ils ne profanent pas le Shabbat. Quand il est rentré de captivité, il a intégré le séminaire, l'école rabbinique en tant que professeur de Gemara et de Dinim, de Talmud et de droit rabbinique. Et à la première rentrée solennelle, il a parlé du rabbin au Stalag. Il a expliqué comment il avait exprimé toute sa vocation rabbinique en tant que rabbin du Stalag, de tous ses amis de captivité, qui ont d'ailleurs tenu à mettre une plaque à sa mémoire dans le cimetière de Westhofen, où il est né et où il repose. Mon père a habité à l'école rabbinique, donc il s'est marié avec ma mère en 1949. Donc il a élevé une famille, nous sommes une fratrie de 6. Et il a vécu au séminaire où il a enseigné le Talmud et le droit rabbinique, sous la direction, à partir de 1952, du grand rabbin Chili, qui est devenu le directeur du séminaire, qui a succédé au rabbin Liber après une période intérim où mon père était directeur. Et donc, ces deux grands rabbins, ces deux personnalités ont vécu ensemble. Et je dis toujours, c'est un modèle. C'est très, très rare que vous ayez deux personnalités qui vivent ensemble sans qu'il y ait jamais un nuage entre eux. Ils avaient des qualités de morale exceptionnelles. Et donc, mon père, en plus du fait qu'il était enseignant à l'école rabbinique et qu'il enseignait les matières principales, il arrivait à nouer avec tous les élèves un contact très particulier, je dirais presque de père à enfant, qui fait que pendant toute ensuite leur rabbinat, les rabbins n'hésitaient pas à le contacter pour se concerter avec lui, et notamment pour des shailot de halakha. En 1952, mon père a intégré également le Beit Din, le tribunal rabbinique, où il a été chargé notamment des litiges et de tout le droit matrimonial, les guitines et les conversions. Et il est devenu, comme il maîtrisait très très bien la langue française, et en même temps il avait une grande connaissance halachique, c'est lui qui était chargé de dire le droit rabbinique en français, et notamment par exemple à l'époque où on a parlé de la régulation des naissances, c'est lui qui a été convoqué à l'Assemblée nationale pour s'exprimer là-dessus. C'était lui en quelque sorte le spécialiste de tous les problèmes halachiques de la société. C'est d'ailleurs de cela qu'on a fait un livre, de ses conférences, de ses écrits et de ses Shailot Utshuvot en français, qu'on a fait un livre qui s'est appelé Les Portes de la Loi et qui s'est appelé par la suite Le judaïsme dans la vie quotidienne, tome 2. Donc ensuite, par la suite au Beit Din, les conversions ont pris tellement d'importance
il s'est consacré quasi exclusivement aux conversions. Mais il était toujours disponible pour tout le monde et tout le monde a apprécié, tout le monde était frappé de sa bonhomie, de la qualité de son accueil, de son humanité. Il avait un don particulier, il avait une voix très apaisante. Nous, dans la famille, on s'en rendait compte, il nous calmait toujours. Et lorsqu'il y avait des litiges dans un couple ou ce genre de choses, il avait, rien que par la voix, il arrivait à ramener, à restaurer le calme, le bonheur. Et donc, ce que je dirais, ce que mon père a fait, il a beaucoup contribué à faire que l'école rabbinique devienne encore plus orthodoxe, engagée dans une stricte observance des mitzvot, parce que dans le temps, il y avait des lettrés sceptiques qui étaient à la limite, un peu laxistes, un peu libéraux. Après, les rabbins sont tous devenus des rabbins extrêmement engagés dans la Torah, dans la halakha. Je pense que mon père y a beaucoup contribué. Et aussi, il a donc énormément rendu service à toutes sortes de personnes qui, par son modèle, par son exemple, il a su les convaincre d'adhérer à un judaïsme orthodoxe, à la fois tolérant, ouvert, mais qui ne souffre aucun compromis. Voilà en quelques mots ce que je dirais. J'ai certainement omis beaucoup de choses. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, à l'introduction que j'ai écrite, où j'ai présenté mon père, Zichrono Livracha, dans ce livre du judaïsme de la vie quotidienne, tome 2, où vous trouverez encore de nombreux détails.